Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'évolution de Tyrese Maxey aux Sixers. On va prendre la température du côté des Kings de Sacramento qui cherchent à confirmer leur parcours de l'an dernier dans le sillage de De'Aaron Fox. On terminera avec les récentes performances de LaMelo Ball, le meneur des Hornets. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de saluer Elvis Rocan, auteur et traducteur chez Talent Édition. Bonjour Elvis. Salut Josh, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, t'es de retour dans le podcast et tu viens parce que toi et moi, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de NBA Effectivement. et j'avais hâte qu'on reparle. On a eu quelques rendez-vous manqués C'est vrai. la saison dernière. T'étais en train de taffer, après c'était plus possible, moi mon agenda était complet, bref. Voilà, à la On a, Clippers quoi. voilà. On s'est fait comme ça un peu une danse en se croisant. Et là, tu reviens dans le podcast, donc c'est cool que tu sois là. Et je vais commencer. Alors, je crois que toi, tu viens de sortir un bouquin là. Le livre NBA 2024, les 50 stars. Donc, sorti chez Talent Édition. C'est 50 portraits des plus grands joueurs du moment. Il y a des photos inédites, il y a des stats, il y a les records à battre, il y a le calendrier des dates à retenir de la saison en cours. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la conception de ce livre? Comment il a été pensé? Alors ce livre-là, comme tous les ans, on essaie de remettre la liste à plat et on regarde les stars qui ont fait la saison passée, celles qui vont faire la saison à venir. Donc forcément, on essaie de se projeter un petit peu. C'est vraiment un livre qu'on conçoit à la fois comme un livre d'or et un guide. Tu vois, un livre d'or de la saison passée, un guide de la saison à venir. C'est pour ça que depuis quelques années, on a intégré le calendrier des dates à retenir les plus importantes de la nouvelle saison. Cette année, donc, comme tu l'as dit, on a rajouté les records à battre de la saison passée et les records historiques. Donc, c'est vraiment un livre qu'on veut que les fans ouvrent tout au long de l'année. Voilà, si leur équipe préférée joue contre une autre équipe qui ne sont pas forcément au fait, ils peuvent tout de suite, voir en quelques lignes, se remettre les points forts de l'adversaire en tête. Et donc, on essaye vraiment de... Alors, on a une particularité, nous, sur ce livre, c'est qu'on essaie vraiment de faire plaisir à tout le monde. On intègre au moins un joueur de chaque équipe, même si ça peut être à débat. On veut que tout le monde y trouve son content. On sait qu'on a un public aussi assez jeune sur ce livre. Moi, je me rends compte lors de mes séances de dédicace. Donc, D'accord. moi, je me mets à la place de ces jeunes ces enfants qui trouveraient pas le joueur de leur équipe. Donc, voilà, on essaie de satisfaire tout le monde et de mettre au moins un joueur par équipe. Après, je pense pas non plus que ça soit incohérent, car chaque franchise a son franchise player attitré. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a essayé de concevoir le livre. Et l'idée aussi, c'est que vraiment que les gens en aient pour leur argent. Le livre est bourré à craquer. Il n'y a pas une page blanche. Il y a des photos, des stats, des infos de partout. Donc voilà, on essaie que ce soit un bon rapport qualité-prix pour que tout le monde ait pour son content. Et sur la couve, vous avez mis Victor Wembanyama, Oui, ce qui s'imposait assez facilement finalement. Pour le coup, vous exactement. n'avez pas dû vous gratter la tête trop longtemps pour savoir qui vous alliez mettre en tête. Oui. Est-ce que tu peux me donner un peu, j'aime bien demander ça dans ce début de saison là, un peu ton opinion sur le lancement de la carrière de Victor Wembanyama en NBA? Bah écoute, c'est vrai que nous on a décidé de le mettre. C'est vrai que c'était un incontournable, même s'il n'avait à l'époque de la conception et de l'impression du livre, il n'avait pas encore joué un seul match en NBA, mais on voit déjà avec l'intention qui est sur lui que c'est une des stars de l'NBA. Alors c'est vrai qu'il a un début de saison collectif compliqué. Comme beaucoup, moi je prônerais la patience avec ce groupe jeune et avec ce talent qu'il s'adapte au jeu NBA. On voit que il a des misères face à certains meneurs, certains joueurs adverses à défendre ou à se libérer. Et il est tellement attendu que les défenses adverses ont déjà des plans contre lui en fait. Ils n'ont pas attendu une demi-saison ou une saison entière de jeu NBA de Victor Wembanyama pour adapter les défenses, tellement il était attendu. Donc c'est une adaptation un petit peu compliquée peut-être pour l'instant, mais il faut prendre la patience. Voilà. Je m'inquiète pas trop pour l'instant, sachant il sort quand même de belles perfs individuelles. Donc voilà, il va falloir trouver maintenant la façon de jouer avec lui et de s'adapter aux défenses qui elles-mêmes sont déjà adaptées à lui. Oui, il est arrivé dans un groupe qui a besoin de grandir et d'évoluer autour de lui. C'est que des jeunes joueurs. C'était impossible que les Spurs arrivent. Et je veux dire, si les Spurs étaient en course pour accrocher une place en play-in, par exemple, Oui, ça veut dire potentiellement une place en play-off, ce serait un exploit surhumain déjà. c'est clair. Ça voudrait dire que cette équipe est
très en avance sur sa chronologie pour l'instant. Là, il y a 15 matchs, il y a plein de gens qui sont en train de s'affoler dans tous les sens. Effectivement, je suis d'accord avec toi, il faut prendre la patience. Greg Popovich, ça tire pas mal de critiques par rapport à des choix de personnel, notamment Jérémy Sohan en meneur de jeu et d'autres choses, d'autres détails comme ça. C'est marrant parce que tu vois, Chet Holmgren qui a raté la saison dernière par rapport à parce qu'il s'était blessé au pied, et là il commence donc la saison. C'est clairement le favori pour le rookie de l'année. Hein. Oui. Je pense que là, il est la tête, les épaules et encore plus devant tout le monde, étant donné qu'il est non seulement ultra efficace et dans une équipe qui est en train de gagner, et il a un rôle prédominant. Mais voilà, Chet Holmgren, il a quand même passé une saison, alors certes sur le banc, à regarder ses coéquipiers jouer, mais le staff du Thunder a eu le temps de le polir un peu plus, de lui apprendre les rouages du métier. Voilà, des Et systèmes, etc. Il a pu voilà. observer le jeu NBA aussi de près, du bord du terrain. Quoi, donc, c'est ça. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une expérience on voit dont il bénéficie aujourd'hui dans sa saison. Il arrive aussi dans une équipe qui est beaucoup plus installée, beaucoup plus développée, avec un franchise player en voilà, la personne de Shai Gilgeous-Alexander, qui en plus est un meneur de jeu, donc avec lequel il joue, qu'il le fait jouer, qui lui donne des ballons. Enfin bref, il y a plein de choses. Et c'est ça que Victor Wembanyama, je pense que c'est une des choses à regarder le plus côté Victor, c'est l'apprentissage de l'efficacité, si tu comprends ce que je veux dire. oui, tout à fait. C'est comment, dans quelle situation il est le plus efficace, comment il arrive à appuyer sa domination sur ses adversaires, sur quelle partie du terrain, est-ce que c'est au tir, est-ce que c'est dans la raquette, est-ce que c'est dans telle situation, est-ce que c'est dans les pick and roll, enfin, voilà, et c'est ce que va faire le staff des Spurs à terme, mais c'est pas en 15 matchs que tu as emmagasiné assez d'informations pour tirer quelconque conclusion. Ou voilà, tu peux déjà déceler des tendances et essayer d'appuyer plus ou moins dans une direction, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui, Victor, ça va être très très compliqué. C'est très dur d'apprendre à jouer le jeu NBA. Oui, oui, oui. Puis on sait qu'en NBA, le storytelling tout va très vite en NBA. Donc là, on voit énormément de gens qui appellent déjà au fiasco, que c'était overrated. Voilà. La patience n'est pas une vertu, on va dire, des fans de NBA américains et de la NBA en général. Donc, Oui, oui. Et donc voilà. c'est augmenté par les réseaux sociaux Oui, et puis par les où tout le attentes qui monde, avaient été voilà. placées en lui aussi. Voilà. Donc, Ça, ouais. Ce qu'on dit depuis le départ, en même temps, enfin, je pense que n'importe quel observateur de la NBA un peu expérimenté sait très bien que c'est pas, tu débarques pas en NBA comme ça, quoi. Ça se passe jamais. Enfin, pas en tout cas, pas dans une équipe. Si on reprend l'histoire des Spurs, par exemple, type Duncan, quand il arrive aux Spurs, euh, oui, c'est vrai qu'on le compare souvent à l'arrivée de Duncan. Bon, sauf que Tim Duncan, il faut comprendre que l'année d'avant, David Robinson, qui est dans l'équipe, les Spurs étaient une très très bonne équipe. L'année d'avant, David Robinson est blessé, donc il ne joue quasiment pas, et clairement, il laisse partir cette saison-là dans l'espoir d'avoir un pic de draft très élevé. oui. Et par chance, alors que je crois que c'est Boston qui avait le plus de chances d'avoir d'avoir le premier pic, c'est les Spurs qui finissent par obtenir ce pic de draft. Et prennent Tim Duncan, qui non seulement, je crois qu'il a fait 4 ans à Wake Forest, il a fait son cursus universitaire dans son intégralité. Donc il arrive, le gars, il est ultra prêt, ultra poli, ultra... Enfin, Physiquement aussi prêt, voilà. voilà, il est prêt à l'emploi, on va dire. Et il arrive dans un club qui, après une saison cauchemardesque, reprend des couleurs, retrouve David Robinson, qui était un des tout meilleurs joueurs de la Oui, ligue, qui était MVP en 95. en 95, ouais, c'est ça. Donc voilà, il jouait déjà qu'un MVP avec tout un système de jeu. Voilà. Et puis avec un effectif qui était à peu près installé. Enfin, Voilà. donc toutes ces comparaisons, faut vraiment faire attention quand on fait des comparaisons. Voilà, rien n'est comparable, chaque situation est unique et Victor va grandir dans son rôle. Il faut vraiment voir ça comme ça, quoi. Voilà, Faut arrêter de s'enflammer, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Alors tu disais en même temps, peut-être les auditeurs vont dire, bon, en même temps, il l'a mis en couverture de son livre, on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai, parce que c'est, comme tu dis, c'est un talent unique, générationnel, Ah, mais en physiquement, France, c'est voilà. incontournable, il faut en parler, mais il faut en parler. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut en parler avec bienveillance. Oui, voilà, oui, même Faut lui, arrêter d'avoir même des Victor attentes. Wembanyama a déclaré que l'objectif principal, c'est les playoffs. Ça reste très modeste comme objectif, donc c'est très bien, voilà.
c'est très bien aussi. Dans l'attitude, il continue d'être voilà ce jeune homme poli, posé, correct, Mm. qu'on a beaucoup apprécié, qu'on continue d'apprécier. Donc pour l'instant, moi je suis patient, j'ai plaisir à les voir jouer. C'est vrai que c'est un petit peu rageant des fois beaucoup d'erreurs de jeunesse dans leur match, mais bon voilà, c'est normal, c'est pas non plus catastrophique et c'était attendu, quoi. Oui, complètement, ouais. C'est on verra comment tout ça se passe, mais cette équipe ne demande qu'à grandir. Il y a du talent, et puis il faut voir le bon côté des choses. On peut aussi voir ça du style, si les Spurs font pas une bonne saison du tout, là ils sont dans les fins-fonds du classement de la conférence Ouest, hein, ils sont derniers de la conférence Ouest. Attends, je vais regarder, ils sont même non, les Pistons et les Wizards sont pires, ce qui est Oui, pas ce qui est pas glorieux, oui, effectivement. parce que eux ils sont en train de lutter pour être vraiment très mauvais, mais j'ai l'impression que c'est leur objectif. Bref, mais voilà. Et les Spurs auront peut-être la chance d'avoir un nouveau très bon pic de draft en juin prochain, ce qui sera une très bonne nouvelle pour la franchise et pour Victor. Plus il sera entouré de talent, plus la marge plus la courbe de progression va s'élever, quoi. Donc, va s'accélérer, je veux dire. Tout à fait, tout à fait. Voilà. On va parler, si tu veux bien, de meneur de jeu. Donc aujourd'hui, et on va commencer par Tyrese Maxey et les Sixers. Tyrese Maxey, qui du haut de ses 23 ans, s'est vu confier définitivement le poste de meneur titulaire à Philadelphie. Le début de carrière de Tyrese a été pour le moins inconfortable. Il a commencé avec Ben Simmons, qui avait, au début de la saison 2021-2022, exigé son transfert. Donc, il a été catapulté meneur titulaire. Avec à peine une saison dans les jambes, il se retrouvait donc à la tête d'un contender avec un futur MVP à ses côtés. Puis est arrivé James Harden, dont le style de jeu a obligé Tyrese Maxey à lâcher le ballon, à modifier son rôle, à jouer beaucoup plus sans le ballon justement. Euh, donc il a dû faire ça. Il a excellé dans son rôle pendant cette période de transition. Grande efficacité offensive, création en contre-attaque, limitation des pertes de balles, tout était déjà sous nos yeux. Et puis cette saison, ça a été au tour d'Harden d'exiger son départ, mais cette fois les Sixers savaient qu'ils avaient en Tyrese Maxey un joueur capable de le remplacer sur le terrain. Non seulement il confirme tout le bien qu'on pensait de lui, mais il est en train, en plus de réaliser un bond en avant dans ses performances, susceptible de l'installer définitivement comme un des tout meilleurs joueurs de cette ligue. Tyrese Maxey a saisi toutes les opportunités qui se sont trouvées devant lui et le voilà aujourd'hui parmi l'élite de la NBA. Elvis, quel est ton regard sur Tyrese Maxey aujourd'hui? Alors, tu vois, j'en parlais dans mon livre quand je faisais les portraits justement de Embiid et Harden, et en me penchant sur son évolution statistique, je serais un petit peu moins catégorique que toi sur le fait qu'il était un peu mal à l'aise. Il a quand même une carrière en 4 ans. Il passe de 8 points à sa saison rookie à 26. Il a doublé son nombre de points quasiment la première année. Alors moi je parle quand je dis inconfortable, c'est inconfortable par rapport à l'ambiance qui règne Ah, autour de par lui, contre, oui, c'est vrai. Ouais. pas par rapport à ses Et justement, performances. je pense que cette année, l'ambiance, bizarrement, c'est quand même paradoxal de se dire ça, qu'on a l'impression qu'il est libéré de, bon, plus de Ben Simmons, voilà, c'est vrai que c'était un petit peu polluant comme ambiance avec lui, mais on a l'impression qu'il est encore plus libéré depuis qu'Harden est parti. C'est quand même malheureux de se dire que t'as quand même un MVP 3 fois meilleur marqueur, 2 fois meilleur passeur qui part d'une équipe pour qu'un autre joueur se sente mieux, tu vois. Mm. Donc ouais, moi c'est vrai comme tu l'as dit aussi, tous ces chiffres étaient devant nos yeux. Il a des pourcentages de réussite incroyables. En carrière, il a 47% au tir, il est à 3 points, il a plus de 40%, au lancer franc, il a 86%, et il tourne presque en le fameux 50, 40, 90. Mm. Et tout ça était devant nos yeux depuis ses débuts. Et effectivement, là, on voit un joueur qui est à l'aise, détendu. Enfin, donne pas l'impression de forcer. Il a le sourire aux lèvres. Voilà, ça va, un joueur très plaisant à regarder. Et pour le coup, ouais, il pourrait être élu MIP depuis sa deuxième saison. En fait, tous les ans, il aurait pu être dans le discours pour le MIP. Et encore, on n'en parle pas tant que ça. Donc, j'espère que cette année, on va beaucoup plus parler de lui parce qu'il est très très à l'aise dans son rôle de meneur. Il a trouvé sa connexion avec Embiid et chacun a son rôle, sa place. Et je trouve que c'est un excellent duo en fait. Hein, peut-être le même l'un des duos meneurs pivots les plus létals en ce moment en NBA. Oui, complètement. Tyrese Maxey, en fait, c'est effectivement ce que tu viens de dire.
là, il est en train de passer un cap. Alors, comme pour tout, je dis et je le répète, je ne sais pas jusque quand je vais répéter ça. Peut-être, je sais pas, quand on passera la barre des 30 matchs, peut-être. Là, Ouais. on aura peut-être un peu plus des tendances. Voilà, vers le All-Star Game peut-être, voilà. Ouais, non, avant, je pense que début janvier, tu peux commencer à vraiment, axer sur des tendances qui vont sûrement perdurer pendant la saison, quoi. Mais là, c'est encore un peu tôt, peut-être, tu vois. Mais Tyrese Maxey, là, il vient de prendre une plus grande charge offensive, plus de minutes. C'est lui qui a joué le plus de minutes en NBA cette saison Ouais, pour bah l'instant. c'est Nick Nurse, hein, tu sais qu'on sait il aime bien Ouais. épuiser ses joueurs. Ouais, Mais tout ça en restant très propre sur les pertes de balles, ce qui est le plus impressionnant à mes yeux. C'est-à-dire qu'il a vu ses minutes augmenter, ses responsabilités balles en main décuplées, mais il reste tout à fait efficace dans la gestion du ballon. Et ça, c'est vraiment un signe qu'il est en train de toucher à un point de maturation qui est extrêmement intéressant pour les Sixers. C'est-à-dire que c'est clairement, il est extrêmement crédible aujourd'hui comme seconde star aux côtés de Joel Embiid. Ce qui n'était pas forcément une évidence pure il y a encore un an de ça. Son ratio est positif en défense quand il est sur le terrain, il n'y a pas de problème. Mi-novembre, ça a changé depuis. Mais mi-novembre, il affichait dans les stats avancées la plus grosse évolution en box plus-minus de l'histoire de la NBA avec un ratio à plus 7,1. Il est aujourd'hui à 5,4, ce qui le place à la 4e place historique. Je vais te donner un petit peu le classement. Le plus grosse évolution en box plus-minus, ça a été LeBron James, qui de sa première à sa deuxième saison a fait plus 6,9. Dès sa deuxième saison, le gars, il est immédiatement élite. Ouais. Ensuite, tu as Ja Morant, t'as Darrell Armstrong. Alors, Darrell Armstrong, pour ceux qui, faut avoir connu le basket à la fin des années 90 pour Voilà. savoir qui est cette personne. Et on va dire qu'aujourd'hui, Tyrese Maxey serait 4e, donc juste entre Darrell Armstrong et Chris Oui, Paul. après dans ces statistiques, il y a toujours quelqu'un qui s'invite comme ça, qui sort de nulle part. Donc bon, on Tout à retourne fait. LeBron James, et voilà, Tim Morris. Mais en termes d'efficacité pure, sur son ratio attaque-défense et ce qu'il apporte en termes d'efficacité à cette équipe des Sixers, on est en train d'assister aujourd'hui avec Tyrese Maxey à un saut en avant, un bond en avant qui est historique en fait. Et c'est pour ça que je voulais en parler parce que je sais pas à quel point j'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup. Tu vois, tu parles de MIP, plus grosse progression de l'année. Mais là, Tyrese Maxey, c'est ce que je disais dans l'intro, est vraiment en train de s'installer parmi le gratin de toute la NBA. Il est dans le top 20 NBA aujourd'hui, mais facile, quoi. Oui, et c'est vrai est-ce que c'est dû à son style de jeu, le fait qu'il était entouré de grandes stars, Harden, Embiid, voilà, Simmons à sa début de carrière, et le fait qu'il est passé un petit peu sous le radar? Est-ce que c'est parce qu'il est très très efficace et que justement il n'y a pas de gros match où il se croûte complètement, tu vois? Est-ce que c'est un petit peu de tout ça qui a fait qu'il a un petit peu, voilà, il arrive maintenant là, mais ça fait plusieurs saisons qu'il est vraiment élite. Et oui, il est vraiment dans la discussion. Moi, même pour une place en All NBA en fin de saison, s'il continue comme ça, pour moi, Mais complètement. c'est inévitable, quoi. En tout cas, tu vois, il pourrait tout à fait être All-Star, ce qui serait déjà, ce qui serait également, surtout si on revient sur le schéma Est-Ouest, Oui, qui va revenir, voilà, qui après. va revenir. Donc potentiellement, il y a une vraie possibilité que Maxi rentre enfin, il soit sélectionné pour ce truc-là. Après, si Harden, enfin, tu vois, l'est ou un autre meneur, il y a pas de raison que lui ne le soit pas, effectivement. Complètement. Une autre stat avancée dans laquelle il a fait un bond absolument vertigineux, c'est le Player Efficiency Rating, Oui. où il est passé de 17 en PR la saison dernière à 22 désormais. Les plus gros sauts de ces dernières années en termes de Player Efficiency Rating, il y a eu Luka Doncic qui a fait un plus 8, LeBron qui a fait un 7,4 et Giannis 7,3. Ça veut dire qu'il est aujourd'hui dans ce bond en avant qu'on a vu, on a vu seulement des superstars faire, que seuls des superstars ont pu faire. Donc on est vraiment sur un joueur qui aujourd'hui, malgré malgré une saison, malgré un début de carrière assez bizarre, c'est-à-dire que
Il est arrivé dans une équipe où tu avais un meneur de jeu titulaire en la personne de Ben Simmons. Ça s'est mal passé, ça a été le chaos absolu. Lui, il est arrivé, il a pris, il a pris ses responsabilités, il a pris l'opportunité comme elle venait, puis il a été largement à la hauteur. Ensuite, ils font venir James Harden. Ah bah finalement, t'as plus la balle dans les mains. Il est obligé de tout changer, il est obligé de... Parce que c'est lui qui a fait le plus gros sacrifice avec l'arrivée d'Harden, j'ai envie de te dire. Oui, comme à chaque fois. J'imagine. Plus que Joel Embiid, quasiment. Et donc, il est obligé de se réajuster, mais en même temps, il saisit cette opportunité pour développer d'autres aspects de son jeu, pour ajouter des cordes à son arc. Et Elvis, je trouve ça assez drôle quand même que les Sixers, qui aujourd'hui peuvent clairement bâtir autour de l'axe Maxi Embiid, on est d'accord. Je pense que c'est le duo sur lequel ils vont construire aujourd'hui. Et on verra, on va parler de ça après. On verra comment ils vont faire pour le reste de la saison pour renforcer l'équipe autour de ces deux gars-là. Mais quand tu penses que les Sixers ont eu un premier pick de draft qu'ils ont utilisé sur des meneurs comme Ben Simmons, qui est parti, Markelle Fultz, qui est parti, ils ont récupéré Harden, qui est parti, et aujourd'hui, le meilleur partenaire pour Joel Embiid, c'est un gars qui a été sélectionné au 21e choix de la draft en 2020. Voilà. C'était sous leurs yeux depuis le début. Hein. C'est fou quand même. Aussi simple que ça. Et ouais, effectivement, on le trouve. Alors c'est vrai comme tu l'as dit, il a navigué entre entre Ben Simmons et James Harden à la main. Donc là, on va avoir une vraie saison complète avec Maxi à la main. Comme tu dis, très très efficace, quasiment pas de perte de balle. J'avais noté aussi, comme on est dans les statistiques avancées, 2 fois cette saison déjà, donc ils ont joué 15 matchs. Il a déjà fait 2 matchs à 10 passes et 0 perte de balle. Le seul autre joueur à avoir fait ça, c'est Chris Paul, cette saison. Donc tu vois, l'efficacité, tout en marquant près de 27 points, enfin 26 points par match, quoi. Avec un 50 points. Donc très très grosse efficacité. Et ça, c'est pareil, quelque chose qui est depuis son début de carrière. Il n'a jamais eu beaucoup moins. Il est toujours tourné à moins de 2 pertes de balles par match, ce qui est énorme pour un meneur ou un arrière en tout cas. Donc oui, c'est efficace. Il est efficace au tir aussi, efficace. Voilà, ce serait vraiment une belle récompense pour lui, du All-Star Game, du All-NBA et un beau parcours effectivement sur la fin de saison avec les Sixers. Alors, aujourd'hui, les Sixers sont placés... ils sont actuellement... Donc, 5... T'as Boston qui est clairement au-dessus de tout le monde dans cette conférence pour l'instant. Quand même. Et après, on a une espèce de ventre mou pas possible entre la 2e et la 5e place où t'as 4 équipes qui sont à 10 victoires, 5 défaites, dont les Sixers. Et après, on a Indiana, New York, Cleveland, Atlanta et les Raptors. Après le transfert d'Harden, donc ils ont récupéré pas mal de gars, Robert Covington, Nicolas Batum, qui est très très bon d'ailleurs, qui fait partie des... Excellent à 3 points là, depuis son arrivée à Philly. Ouais, et puis il fait partie Enfin, c'est lui qui offre un des meilleurs line-up à Philadelphie, il me semble, en termes de minutes jouées. Oui, et puis c'est vrai que même son titularisation m'a un petit peu surprise, mais finalement c'était un choix de Nick Nurse. Sa présence dans le 5 majeur est absolument positive. Ceci étant dit, selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est pas facile comme question, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Philadelphie pour être dans la conversation au top de la conférence Est avec Boston, potentiellement Milwaukee, même si Milwaukee, pareil, la mise en marche avec l'arrivée de Damian Lillard est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Quel genre de joueur tu verrais arriver à Philadelphie où tu te dirais, tiens, ça peut vraiment les propulser comme à nouveau dans le rang des contenders, si tu les mets pas déjà dans le rang de contenders. Non, je pense ils ont un petit plateau juste au pied du podium, tu vois, on va dire. Je trouve que c'est un petit peu. Alors, c'est une particularité de Nick Nurse aussi qui fait souvent qui a souvent des line-up resserrés en fait, hein, tu sais, qui pas joué beaucoup de gens. Je trouve que c'est un petit peu faible, voilà, en relais du 5 majeur. On sait effectivement que Embiid est fragile physiquement. Enfin voilà, on n'est pas à l'abri d'une blessure, d'une 10-15aine de matchs ratés, en play-off notamment. Donc, je trouve ça un petit peu juste derrière. Quoi, tu as des Marcus Morris, des Beverley qui ont déjà la trentaine bien tassée, PJ Tucker de Covington, voilà, tout ça, c'est Batum aussi, c'est des très bons joueurs, mais ils sont dans la deuxième moitié de leur carrière, quoi.
pas dire, près de la fin. Ouais, tout à Je fait. trouve ça un petit peu juste. Voilà, c'est une équipe assez pas très jeune finalement et du coup, je trouve un petit peu juste en dehors voilà, du 5 majeur, en relais voilà, des stars. C'est surtout sur ça. Après, ouais, on sait que Nick Nurse a beaucoup l'habitude de faire jouer beaucoup de minutes à voilà, une rotation qui a entre 6 8 joueurs, quoi. 9 joueurs. Donc, voilà, c'est ça qui, pour moi, est un petit peu de sa profondeur du banc et l'âge du roster, quoi. Et sa propension à se blesser. Oui, complètement. Mais je pense qu'aujourd'hui, si je suis Daryl Morey, l'urgence, c'est d'exploiter Embiid. Parce que Embiid, quand tu vois le début de saison qu'il est en train de faire, il est complètement dans les standards de sa saison de C'est vrai, MVP complètement, ouais, c'est vrai. l'an dernier. En maîtrise, en facilité au tir. Enfin, voilà, il est voilà, Voilà, maîtrise, il est vraiment dans son prime, là. Ouais. il est vraiment au sommet de son art. Et je pense qu'aujourd'hui, Daryl Morey doit absolument s'évertuer à entourer Embiid et Maxi le mieux possible. Mhm. Et je pense et j'espère, parce qu'ils ont quand même quelques pics de draft à exploiter dans cette histoire. Ils sont pas dénués de solutions pour renforcer l'effectif. Alors après, quel genre de joueurs ils vont être capables d'attirer dans leur filet, quel genre de joueurs vont être disponibles pour et qui surtout feront sens aux côtés de Joel Embiid et de Tyrese Maxey, ça reste à voir. Mais très franchement, cette équipe, euh, il y a vraiment, il manque pas grand chose pour que je puisse à nouveau les regarder comme étant une équipe très sérieuse en termes de contender, voire meilleure que celle de l'an dernier avec James Harden dans l'effectif, quoi. Oui, effectivement, comme je te disais, moi, je trouve ça vraiment paradoxal qu'il faille qu'un MVP, meilleur passeur, meilleur marqueur, s'en aille pour qu'une équipe respire, en fait, quoi, et se sente libérée. Mais encore une fois, je trouve quand même que c'est un roster âgé. Bon, voilà. Alors, on pourrait dire expérimenté, pour être poli. Ah, le Euh, mec anti-vieux, quoi. non, non, Merde. oui, non, voilà. Plus proche de mon âge que, voilà. Bah, fais gaffe, hein, parce que moi, je suis pas né hier, donc Voilà. Non, 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 mais voilà, je ouais, finis par me vexer. non, mais moi j'ai 40 ans, tu vois, donc je m'identifie plus justement aux vétérans, on va dire. Euh, mais ouais, effectivement, on sent que, comme j'ai envie de dire, que ça suffit presque comme duo de stars, en fait, Embiid et Maxi. On a, on a la propension des dirigeants NBA ces dernières années à vouloir faire le Big Free absolument, à rassembler des All-Stars. On sait que c'est très difficile à faire fonctionner dans les faits. Il y a qu'un seul ballon. Là, il y a 2 stars, dont une établie et une autre qui est en train d'exploser. Je pense que ça suffit. Il faut juste bien les entourer, comme tu l'as dit, Hmm. avec un bon 6e homme ou une sorte de faux 6e homme, tu sais, comme ces joueurs qui rentrent en jeu au bout de 4 minutes, en fait, mais qui jouent tout le match, voilà. Il suffira effectivement pour en faire un candidat très solide au podium à l'Est. Oui, je pense qu'aujourd'hui, là, il y a des pièces rapportées dans le transfert d'Arden qui n'étaient pas forcément qui ne sont pas forcément idéales à mettre autour de Maxi et Embiid. Et je pense que Daryl Morey, j'ai hâte de voir quel genre de move il va nous faire d'ici la trade deadline en février. Parce que je pense que le fait que Maxi, comme je viens de le dire tout à l'heure, ait fait cette espèce de saut en avant dans son efficacité, dans son, dans sa manière de peser sur les résultats de l'équipe quand il est sur le terrain, tu dois saisir cette opportunité. Avec Embiid qui est au top du top, Maxi qui est en train de répondre à l'appel et de devenir très crédible dans le rôle de la seconde star. De toute façon, avec la nouvelle convention collective NBA, aujourd'hui, ça va être 2 stars, à moins que tu t'acceptes de payer des taxes Oui. absolument faramineuses. Ce que vont faire certaines équipes, hein, on le sait tous, et on sait tous qui elles sont. Mais, euh, mais voilà, j'ai hâte de voir ce que va faire Daryl Morey parce que je crois qu'il y a vraiment un coup à jouer du côté de Philadelphie Ouais, et qu'elle ouais. pourrait tout à fait se retrouver à l'aube des playoffs comme étant une équipe très 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 dangereuse pour les Boston, pour les Bucks et pour toutes celles qui pensent être en mesure de sortir de cette conférence Est. Oui, et puis on sait aussi que Embiid va s'impatienter, clairement. Enfin, après, ça fait 3 4 saisons qu'il le dit aussi, qu'il est attaché à Philadelphie, mais que pas à tout prix non plus. Hein, donc, ça fait une pression supplémentaire, effectivement, pour bien entourer. Ouais, on verra ça. On va parler des Kings de Sacramento qui, après une saison exceptionnelle, a vu l'équipe se qualifier en playoff après 17 saisons
d'absence, ce qui est absolument colossal. C'est même plus une traversée du désert, là. Les fans sont vraiment à saluer, quoi. Voilà, C'est on vrai. trouvera une meilleure expression un jour Ouais. pour exprimer la douleur que ça a été. Les Kings ont entamé l'année avec la volonté non seulement de confirmer, mais aussi de poursuivre leur évolution. Meilleure attaque l'an dernier, ils sont loin du compte pour le moment, avec un ratio offensif qui se situe à peu près en 14e position, donc ils sont dans le milieu de Oui, tableau. alors. Ils sont actuellement 6e de la conférence Ouest avec un bilan de 8 victoires, 6 défaites, ce qui est bien, mais pas top. Et c'est surtout trop tôt pour tirer quelques conclusions que ce soit, surtout que De'Aaron Fox, leur meilleur titulaire, et accessoirement leur franchise player, a été blessé pendant plusieurs matchs. Et c'est justement de lui dont je voudrais parler, parce que De'Aaron Fox poursuit son travail, son évolution mérite vraiment qu'on s'y attarde. Il reste un des joueurs les plus redoutables en pénétration de toute la ligue. Il est à 14,1 points inscrits dans les drives au panier. Il n'y a que Shai Gilgeous-Alexander qui est le maître en la matière qui est devant lui, qui inscrit 14,8, donc il est vraiment pas loin derrière. Il affiche surtout un nouveau régime dans ses tirs longue distance. Il vient de passer de 5,5 tentatives par match à quasiment 9 tirs à 3 points par rencontre. Tout ça en flirtant avec les 37% de réussite, ce qui est un excellent signe. Et ce qui est surtout la preuve, c'est pour ça que j'adore De'Aaron Fox depuis de nombreuses années, et j'avais tellement mal au cœur de le voir galérer jusqu'à la saison dernière où tout a explosé. Mais c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est sérieux dans sa façon d'aborder sa carrière. Et voilà. Et Elvis, je voudrais avoir ton sentiment sur les Kings et l'évolution de De'Aaron Fox. Ouais, après, c'est vrai que Fox a longtemps été considéré comme un excellent marqueur dans une très mauvaise équipe. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de joueurs NBA qui ont malheureusement cette étiquette-là dans leur carrière. Mais ouais, effectivement, il a toujours été resté sérieux. Il a été fidèle aussi à Sacramento. Il fait pas trop de vagues. Et pour le coup, cette saison-là, c'est vrai qu'il y a un petit temps d'arrêt au démarrage, là, un petit retard au démarrage avec sa blessure à la cheville. Mais ouais, belle évolution à 3 points, effectivement, comme tu l'as dit. D'ailleurs, les Kings, j'avais noté qu'ils étaient très bons là dans les 3 points marqués par match. Ils sont 5e de la NBA, hein, aux 3 points marqués par match. Pareil pour les 3 points tentés. Alors la réussite est un petit peu moins bonne, mais voilà, on voit comment il peut peser sur son collectif. Il perd pas de sa vitesse non plus. On verra à la fin s'il est encore dans les favoris pour le titre de joueur clutch de l'année. Tu sais qu'il avait frappé, qu'il avait gagné ce nouveau trophée la saison dernière là sur les points marqués dans les 5 dernières minutes. Ouais, tout à fait. Je crois qu'il est premier de la ligue en points inscrits dans le 4e quart-temps. Alors pas dans ce que la NBA définit comme la période clutch. Voilà, c'est les 5 dernières minutes pour la ligue, mais effectivement, il est encore très. C'est les 5 dernières minutes avec un score qui est à plus ou moins 5 points. Voilà, c'est ça. Sur un différentiel de 5 points, je crois. Mais pas eu c'est assez technique le truc. Mais je crois que c'est lui qui marque le plus de paniers dans le 4e quart-temps actuellement. Où il est, en tout cas, il est tout proche enfin, il fait partie du peloton de tête, quoi. Donc effectivement, là, les Kings ont un début de saison, voilà, un petit peu mitigé, on va dire. C'est vrai que par rapport à leur saison dernière, mais encore comme pour les Spurs, moi je prends de la patience. On a un Sabonis qui est en grande forme, qui tourne en double-double, à l'aise. Ils sont très très bien entourés, hein, que ce soit Monk, Werther, Barnes, toujours aussi réguliers. Donc effectivement, bon. Il y a des faiblesses dans le jeu intérieur, hein. C'est pas leur force, on va dire, hormis Sabonis, voilà. Mais pour le coup, Fox, je trouve, est à l'image des Kings, quoi. Son jeu, en fait, pour moi, le jeu des Kings ressemble au jeu de Fox, quoi. En vitesse, à 3 points, la balle qui tourne bien. Donc voilà, ouais, c'est vrai que ça reste plaisant à regarder et j'ai vraiment envie qu'il remonte un petit peu dans les classements. Il mérite mieux que ça. C'est une équipe que, comme je m'étais noté là en préparant le podcast, c'est l'air d'être une des rares équipes intéressées par la NBA Cup, là, le tournoi de saison. On a vraiment, voilà, les gens l'ont déclaré plusieurs fois des Kings qu'ils ont vraiment envie d'approcher ce trophée à leur palmarès, quoi, un petit peu dans la continuité de leur belle saison dernière. Oui, complètement. Ouais. Ce qui est assez étonnant en fait avec De'Aaron Fox, et ce à quoi je ne m'attendais pas et où j'ai été agréablement surpris en préparant cette émission, bien que quand je regardais un petit peu les matchs des Kings, c'est ce que tu perçois, mais tu sais, des fois tes sentiments peuvent être, je sais pas, peuvent être pollués en fait, que ce soit pour ma fascination pour Fox, parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup.
Mais c'est assez marrant de voir qu'aujourd'hui, en termes d'efficacité et d'impact qu'il a sur son équipe, il est encore meilleur que la saison passée, sur les quelques matchs qu'on a vus pour l'instant. Donc, on verra si cette tendance-là, pareil pour ce qu'on disait par rapport à Maxi tout à l'heure, mais on verra si cette tendance perdure. Mais pour le moment, c'est assez incroyable de voir que, encore une fois, cette saison, son impact est encore plus important dans cette équipe. Et il faut rappeler quand même que l'an dernier, les Kings ont eu une chance inouïe d'avoir réussi à éviter les blessures de leurs principaux joueurs. Ouais. Sabonis avait serré les dents pour voilà. Ouais, ça avait été un vrai plus, bien que voilà, en playoff face à Golden State, je fais partie de ceux qui sont persuadés qu'ils auraient battu Golden State si Fox ne s'était pas blessé à la main. Ça, on pourra pas le savoir. Mais c'était une belle série de matchs, voilà aussi. Oui, complètement. La série était complètement folle. Mais j'aurais préféré qu'il se blesse pas, personnellement. Mais c'est vrai que les blessures, comme tu parles de la blessure là, ils ont été épargnés par ça la saison dernière. On peut faire un parallèle avec les Sixers aussi, hein, comme je te disais. On n'est pas à l'abri d'une grosse blessure d'un Embiid qui est en ah bah oui, blessé. À Sacramento, c'est pareil, Sabonis, on ne sait pas si apparemment ça va mieux là, son pouce, il peut jouer avec cette petite gêne. Mais voilà, en NBA, c'est un facteur à avoir en tête, c'est les blessures de ces joueurs avec ces calendriers et ces déplacements infernales, quoi. Cette cadence infernale d'une saison NBA. Oui, complètement. Mais l'impact de De'Aaron Fox qui continue d'augmenter pour cette équipe des Kings est un très bon signe. Mardi, quand je préparais l'émission, là, j'avais commencé un peu mardi. Les Kings sont à 6 victoires de défaite quand ils jouent. Le meilleur line-up, un des meilleurs line-up de la NBA, c'est le line-up des Kings avec De'Aaron Fox, Hurter, Murray, Sabonis et Barnes. Leur net rating est à plus 16,9. Ils ont joué 7 matchs avec cette configuration, avec ce 5, 122 minutes au total. C'est très très bon. Le offensive rating est tout à fait il est élite. Défensivement, ça tient la route. Donc, si je suis fan des Kings, je suis pas paniqué par ce début de saison à 8-6. Ça paraît un peu décevant, j'ai envie de dire. Tu peux vite regarder si tu regardes les standings, le classement, oui. Tu peux dire ah tiens les Kings, bah dis donc, c'est pas top. Et même quelques stats avancées collectives. Voilà, clairement, c'est pas extraordinaire quoi. En termes de net rating, aujourd'hui, ils sont, que je te dis pas de bêtises, ils sont 19e, il me semble, de la ligue. Ouais, voilà. Donc c'est pas grandiose, mais il y a plein de choses qui permettent d'expliquer ça pour le moment, et je pense que les Kings ont sous la semelle quelque chose qui va leur permettre de rester dans cette conférence Ouest qui est impardonnable. Hein. Faut pas avoir de coup de mou dans cette conférence Ouest. Et ne parlons pas de leur division. Hein. Voilà, en plus, faut éviter les coups de mou dans cette conférence. C'est la division de la mort. Mais les deux équipes de LA et les Warriors. On comprend aussi maintenant pourquoi ils ont été 17 ans sans... Oui, complètement. Mais je me fais pas encore d'inquiétude. J'ai pas d'inquiétude alors qu'il est. Tant que la santé est bonne, j'ai pas trop d'inquiétude sur les Kings. Je suis persuadé que cette équipe est une très bonne équipe et qu'il faudra encore compter sur eux d'ici la fin de la saison. Oui, puis on voit, comme tu parlais des statistiques avancées, on voit une certaine identité qui se dégage rien que sur ils ont fait 14 matchs là. Tu vois, ils sont dans le top 15, moi j'ai été dans l'offensive rating, dans le pace, c'est l'estimation des possessions là sur un match. Donc on sait une équipe qui joue vite, qui tire beaucoup à 3 points, c'est leur identité. Après Mike Brown aussi avait mis sa patte sur cette équipe, c'est sûr. Mais non, effectivement, je m'inquiète pas sur les matchs où De'Aaron Fox est en tenue. Quand il distribue 5 passes au plus, c'est 1, 2, 3, 4, c'est 6 victoires pour une défaite. Donc tu vois, il n'impacte le jeu pas que par son scoring, par sa création aussi. Et c'est pas le meilleur passeur de son équipe. Donc imagine, tu vois, c'est Sabonis. Donc ouais, on a un duo très complémentaire, on a une équipe qui est en place, qui a une identité de jeu déjà. Donc voilà, faut pas paniquer pour les fans des Kings. Hein. Je pense qu'ils vont refaire les playoffs facilement cette année aussi. Donc voilà, oui, c'est une équipe aussi qui est jeune, donc et qui a plein de profils dans leur 5, comme tu dis, c'est un 5 qui est très complémentaire, qui a plein de profils différents.
qui fait que c'est une équipe plutôt bien équilibrée. Je vois pas grand-chose à améliorer en fait dans cette équipe. C'est juste que voilà, il faut la santé et puis se mettre en route dans la saison. Le plus gros problème aujourd'hui des Kings, c'est de la défense intérieure. Ouais, le jeu intérieur par contre est très très faible, c'est vrai. Voilà. Si je regarde un petit peu les points inscrits dans la raquette par les adversaires, les Kings sont la 23e Ouais, là, de j'ai la vu NBA aussi, en, et en en points attaque, c'est encaissés dans la pareil. raquette. En attaque, c'est pareil, ils sont avant-derniers au tir tenté au cercle. Ouais. Ce qui est pas, voilà. Quand tu penses que quand tu vois que leur meilleur, après Sabonis, les meilleurs rebondeurs, c'est donc Murray et Fox. Bon, c'est vrai que ça pourrait être un point amélioré, mais après, il faudrait ouais, un relais peut-être plus conséquent de Sabonis, voilà, en sortie de banc, à l'intérieur. Bah ouais, il faut en tout cas la Avoir protection. une présence, voilà, continue, C'est clairement un de leurs points faibles majeurs à cette équipe, c'est ça, c'est la présence dans la raquette et réussir à dissuader les équipes de se gaver à l'intérieur. Et puis bah ça fait aussi que c'est une équipe qui repose énormément sur sa réussite au tir. Ah oui, Et on l'a bien vu avec Kevin Huerter, avec d'autres. Hein. oui, quand il y a un Quand petit tu coup de mou, quand tu commences quand la mire est déréglée, ça peut vite être compliqué de retrouver un peu de se maintenir au-delà de maintenir le nez au-dessus de l'eau, quoi. oui, parce on sait très bien qu'il y aura des soirées sans, il y en aura d'autres avec, c'est sûr, Mm. mais voilà, si c'est une soirée sans en playoff, ça va être compliqué, ouais, C'est quand on ça, sait que les jeux sont beaucoup plus rugueux en post-season. c'est ça. Bon, Donc voilà, donc écoute, on verra bien, mais pas de panique pour l'instant, en tout cas. pas de Bon. panique pour l'instant. On va terminer ce podcast en parlant de la Melo Ball et des Hornets. Dans ce début de saison, Charlotte, outre le retour très controversé de Miles Bridges dans l'équipe après des violences conjugales, dont certains actes commis devant ses propres enfants, voilà, ce qui divise beaucoup la communauté NBA, et je le comprends tout à fait, et ça pose énormément de questions extra-sportives. Bref, Lamelo Ball, lui, est venu nous tirer par le col avec une série de matchs absolument incroyables. On va dire qu'il a commencé doucement, et là, depuis trois matchs dans la saison, bam, le mec, il est parti sur des bases complètement pas possibles, quoi. Sur les 10 dernières rencontres, il pointe à plus de 30 points par match, quasi 9 passes décisives, 6,2 rebonds. Lui qui était perçu comme un shooter moyen, voire pire, à son entrée dans la ligue, plante aujourd'hui 39% de ses tirs longue distance. Le problème, c'est que ses performances pour le moment ne se traduisent pas véritablement en victoire. 4 victoires, 6 défaites sur la même période. Il faut souligner il en a eu des belles victoires, notamment face à Boston en prolongation cette semaine. Pour le moment, selon les stats avancées, les Hornets sont meilleurs avec Lamelo Ball sur le banc que sur le terrain, ce qui est assez bizarre. Avant la victoire face aux Wizards, le dernier match là, les Hornets avaient avaient encaissé 95 points cumulés pendant les minutes de Lamelo Ball sur terrain. Donc c'est un plus-minus à moins 95, si je peux résumer ça En comme ça. gros, Un chiffre qui le classe 461e de la NBA sur aïe. 476 joueurs. Elvis, est-ce que Lamelo est capable de transformer ses performances individuelles en victoire pour son équipe? Est-ce que tu es optimiste par rapport à ça ou pas? Je suis, ouais, pas vraiment. Enfin, on sait que c'était son axe de progrès majeur, c'était la défense. Clairement, pour être le franchise player et pour pouvoir voilà, montrer l'exemple et tirer son équipe vers le haut du classement, on sait que c'est un formidable créateur, que les circus shots, c'est sa norme, voilà, il pouvait pénétrer, faire ce qu'il voulait avec la balle. On sait très bien que c'est un bon manieur de ballon, mais il ne fait pas gagner forcément beaucoup de matchs. Ça. C'est assez paradoxal ce profil. Mais effectivement, pour moi, il faut qu'il fasse beaucoup plus d'efforts en défense et qu'il perde moins de balles. Hein. C'est assez, pour ça, c'est assez dommage que il peut créer, voilà, il a un formidable drive, mais il a plus de 4 balles perdues par match. Donc ça, c'est des balles récupérées par l'adversaire et potentiellement des points marqués. C'est aussi quand un meneur perd une balle, il va pas pouvoir se replier en défense. Donc tu vois, tout ça découle de Ouais, un petit il peu y a un peu trop de déchets dans son jeu, il y a un petit peu ça que trop tu de dis. déchets et ça va pas en s'améliorant. En fait, depuis son arrivée en NBA, ses pertes de balles ne font qu'augmenter, tout comme ses fautes personnelles. Donc, même si, voilà, j'ai vu une interview de son coach récemment
qui en faisait l'éloge, le fait qu'il allait plus souvent à la salle, qu'il était plus sérieux, plus appliqué, qu'il commence à gagner en maturité. Il y a encore beaucoup de déchets dans son jeu et c'est fort dommage parce que il est de plus en plus efficace en attaque. Ouais. Donc pour le coup, ouais, c'est vrai que ces formidables performances offensives sont un petit peu gâchées par les non-résultats de son équipe et par les déchets à côté qui sont quand même assez conséquents, quoi, hein, quand tu vois le nombre de pertes de balles et de fautes personnelles. Mais il suffirait d'un petit déclic. Est-ce que cette fameuse victoire à Boston va être un déclic pour l'équipe? À voir, parce que ça peut être ça aussi, des fois, qui pousse un collectif et qui le convainc qu'il est capable de faire de belles choses. Donc à voir si la Melo Ball convertit ces formidables chiffres en victoire. Oui, c'est marrant parce que tu vois, on vient de parler de De'Aaron Fox et il y a un moment, j'avais peur que De'Aaron Fox soit ce joueur. J'avais peur que De'Aaron Fox, malgré tout l'amour que j'ai pour lui et le fait que j'adorais le voir jouer, euh, j'avais peur que ça soit le cas, tu vois. Mm. Et donc, il y a plusieurs choses à retenir là-dessus. C'est d'une part, tu as aussi tes coéquipiers, l'équipe qui est autour de toi. Donc, on peut dire, la Melo Ball, ouais, il est pas très bien entouré. Et puis, il pourrait avoir plus de talent autour de lui, ce qui l'aiderait peut-être à être plus efficace, perdre moins de ballons, avoir un meilleur régime dans sa sélection de tir. Mm. Ok, pourquoi pas. Mais il y a quand même un truc qui me chiffonne dans cette histoire, c'est que De'Aaron Fox, quand tu regardais justement sa sélection de shoot et d'où il trouvait ses points, où il arrivait à générer des points, c'est très différent pour la Melo Ball. Alors, c'est pas juste de comparer des joueurs comme ça deux joueurs qui sont qui sont complètement différents. Hein. On va pas faire un parallèle brut comme ça entre ces deux joueurs-là. Du podcast, voilà, autant faire des parallèles. Mais il y a quand même des choses qui me chiffonnent du côté de la Melo Ball, c'est notamment son manque total d'efficacité au tir près du cercle ou à mi-distance, ce qu'il pratique quasiment pas. Il fait partie des. Je crois qu'il est à 1,05 points par tir au cercle, ce qui le classe dans les. C'est le 20e pourcentile des joueurs sur les 298 joueurs qualifiés, ce qui est pas bon du tout. Mais ça, il est comme ça depuis le début de sa carrière. Oui. La Melo Ball, c'est un joueur élite dans la distribution du ballon, minus les pertes de balles. C'est un joueur qui shoot très bien à 3 points. Son pourcentage est très très bon. Oui. Et il sait comment créer son shoot. Pour lui et pour les autres, c'est très bien. Mais il y a derrière ça, dans sa création de tir personnel, dans sa façon de générer des points pour lui, ça m'inquiète un peu parce que sur des tirs où il devrait être beaucoup plus efficace, notamment par rapport à sa taille, il n'est pas bon. Et ça m'inquiète. Moi, j'ai cette impression avec lui qu'en fait, comme s'il s'était dit, tu vois, en arrivant en NBA, bon, moi, je vais faire du 3 points, je vais faire des circus shots, je vais faire des passes dans le dos, et c'est tout. Tu vois, on a l'impression qu'il n'a pas envie d'explorer d'autres facettes de son jeu. Alors, il est quand même dans sa 4e saison. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des saisons amputées de beaucoup de matchs avec des blessures. Moi, je dirais plus c'est un problème de rigueur. La rigueur dans l'efficacité et de se dire, tiens, je vais peut-être pas faire un flip sur moi-même pour prendre ce shoot là, tu vois. Je vais essayer de faire un shoot un peu plus sérieux, quoi. Comme s'il avait dit, voilà, moi, je suis ce joueur NBA qui fait, voilà, ce genre de dribble, ce genre de tir, et qui va pas forcément, comme tu dis, chercher l'efficacité, même si ça va être très joli, ça va faire un highlight. Et c'est fort dommage parce qu'il pourrait largement, enfin, on le voit passer des fois 2-3 défenseurs, et puis, finir sur un truc complètement improbable, alors qu'il y avait une solution beaucoup plus simple. Et j'ai l'impression vraiment qu'il s'est dit, voilà, moi, c'est vrai que c'est un personnage aussi, hein, il faut dire que c'est une personnalité, enfin voilà. Il a 22 ans, hein, la Melo Ball. Il a 22 ans, il est jeune à mort. Hein. On sait toute la hype qu'il y a eu autour de la Fratrie Ball. Et on a l'impression qu'il s'est lui-même mis dans ce format de jeu, en fait. Alors qu'en fait, s'il se libère un peu plus, s'il est un peu plus, comme tu dis, mature dans sa sélection, il pourrait être beaucoup plus efficace. Alors, imaginons ce que ça pourrait donner, quoi, parce qu'il était à 26 points par match. Mais les points par match ne sont pas synonymes d'efficacité. Oui. C'est ça le truc. C'est que tu peux marquer 26 points par match, mais avoir une efficacité absolument pitoyable. Et c'est le problème souvent de certains joueurs.
C'est Oui, ça qu'ils qui manque une ils font, rigueur, ils il font manque, des chiffres, mais ils sont pas efficaces pour les faire, ce qui mmh. plombe le collectif, en fait. Alors que le collectif, tu vois, moi j'avais noté quand même des choses intéressantes à Charlotte, hein. Ils sont dans le top 15 des points marqués par match. Ils sont des rebonds. Ils sont huitièmes au pace, encore une fois. Donc c'est une équipe qui joue vite. Ils sont troisième au panier tenté au cercle, hein. Ils ont près de 29% de leurs tirs tentés par match qu'ils sont au cercle. Donc il y a des qualités dans cette équipe, hein. Il y a 7 joueurs à plus de 10 points par match. Donc il y aurait de quoi faire. Mais quand le franchise player est voilà, est mal réglé, est un petit peu mal dégrossi, ou tu vois, un petit peu foufou dans son jeu, et ben ça impacte tout le reste. C'est ça qui est fort dommage, quand Ouais, j'ai l'impression. Tu vas me dire si ça te parle comme comparaison. On va encore faire des même. Allez. comparaisons. On va encore faire des comparaisons. Ouais, mais bon. Euh, je pense que le meilleur scénario pour les fans de Lamelo Ball et des Hornets serait de voir Lamelo suivre une évolution et devenir un joueur similaire à ce que fait Tyrese Haliburton aujourd'hui à Indiana, qui est un joueur dont je vais parler prochainement là dans un futur podcast. Je suis en train de travailler ça parce que Tyrese Haliburton, il est absolument absolument incroyable ce qu'il fait cette saison. C'est presque irréel tellement Oui, il a augmenté son niveau de jeu, c'est-à-dire il est devenu un des joueurs aujourd'hui en termes de box plus minus, il est troisième de la ligue. ouais. Et C'est complètement fou. tu pourras parler de sa Coupe du Monde, notamment. Je pense que ça aussi Ouais. un tournant pour lui. Bref. Mais je pense que la meilleure version de la Melo Ball, enfin, le meilleur scénario pour lui serait, alors, je dis pas de devenir, faire ce que fait Tyrese Haliburton cette saison, c'est exceptionnel. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et je suis pas en train de dire que la Melo Ball va devenir ce mec-là. Mais esthétiquement, dans le style de jeu, dans la manière de générer des points, de faire jouer son équipe, je pense que la Melo Ball peut complètement s'inspirer du jeu de Tyrese Haliburton. Et si jamais il arrive à toucher du doigt à peu près ce niveau d'efficacité et d'impact sur les résultats collectifs, et tu me diras, hein, Indiana, ils sont pas en train de caracoler en tête de la conférence S non plus. Donc voilà, lui, clairement, il est pareil, il a un problème de personnel autour de lui. Ouais, Si tu lui mets des très bons joueurs, enfin des meilleurs joueurs, on va dire, à certains postes, peut-être que ça se passerait mieux, j'en sais rien. Bref, tout ça pour dire que d'un point de vue individuel, la Melo Ball, j'ai l'impression voilà, mm. il peut devenir encore ce très bon joueur, quoi. Mais pour l'instant, il y a quelques signes, notamment, je te dis, c'est pourcentage de réussite près du cercle, moi, qui m'inquiète quand même, quoi. Mais j'aime bien ce parallèle, ouais, effectivement. Ils ont quasiment le même âge. Alors, Haliburton, il a quel âge? 23 ans. Alors là, il a une saison de plus, mais beaucoup plus mature dans sa vision du jeu, dans son attitude. Maxi, c'est pareil, on vient de parler de Maxi qui a 23 piges. Eh oui. C'est la même chose. Et donc, tu vois, on peut le comparer à un an près, voilà. Effectivement, il serait très bien de s'inspirer de ça. Alors, il n'a que 22 ans, mais quand tu vois des joueurs quasiment du même âge, comme Haliburton et Maxi, qui sont matures, posés, presque vétérans dans leur attitude, tu vois, il aurait voilà, il aurait vraiment besoin de s'inspirer d'eux. Ça serait bénéfique pour lui. Et pour le coup, sans pour ça perdre son style de jeu un peu flashy. Ouais, sans Voilà, perdre son identité, en fait, sans perdre son identité, qui fait mais sa mais particularité, en effectivement, fait. là, il y a une bascule à faire entre lâcher un petit peu ce côté, voilà, Showtime, flashy, et avec ces déchets-là, et prendre un peu de maturité et des sélections de tirs classiques, entre guillemets. Ça ferait beaucoup de bien, je pense, à son équipe. Ouais. Quand tu prends 4 pertes de balles par match, c'est énorme, et c'est une statistique qui ne fait qu'augmenter. Donc, sachant qu'il a toujours eu la balle en main depuis son arrivée en NBA, hein, il était toujours le meneur titulaire de Charlotte. Donc c'est pas le fait que cette année il ait plus de balles en main ou que les années passées, finalement. Donc c'est quand même dommage qu'un joueur qui gagne de l'expérience en NBA perde encore plus de balles qu'avant. Tu vois, ça paraît pas logique, quoi. Donc effectivement, la maturité, la constance, ça lui ferait le plus grand bien, quoi. Ouais, j'étais assez étonné aussi de voir que en termes de points par possession sur le jeu au pick and roll, bah il est pas. Toi, tu pars du principe que il devrait être élite dans le jeu en pick and roll Mm. en tant que porteur de ballon, et c'est pas véritablement le cas en fait quand tu regardes ça. Mm.
Ce qui pour moi est une surprise. Ouais, après, il n'y a Euh, peut-être pas forcément de joueurs aussi adaptés à ce jeu-là, tu vois, à Charlotte, tu vois. oui, oui, mais c'est On exactement le avait un propos. problème d'être entouré, quoi. D'être C'est bien qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a deux axes principaux concernant la Melo Ball. C'est d'une, est-ce qu'il est entouré des bonnes personnes? Enfin, si Charlotte est sérieux dans le fait d'en faire son joueur numéro un, est-ce qu'il est bien entouré? Est-ce qu'il a le personnel autour de lui qui correspond à son jeu et qui met son jeu en valeur? Et lui-même, est-ce qu'il est capable, comme des mecs comme Tyrese Maxey dont on vient de parler, euh, ou Tyrese Haliburton, est-ce qu'il est capable de nettoyer son jeu en termes d'efficacité, de trouver vraiment et d'appuyer véritablement dans les secteurs de jeu où il est vraiment fort pour peser plus sur les résultats, quoi. Oui, c'est ça, parce que là, les résultats ne suivent pas pour l'instant. Alors, je le trouve pas forcément bien entouré dans cette configuration-là, tu vois, dans cette optique-là. Après, bon, il y a quand même quelques petites améliorations, tu vois. J'avais noté, C'est là, vrai. depuis le début de saison, là, tu vois, il a au moins une interception par match. Et il a toujours rempli cette case-là depuis le début de saison. Donc, c'est un petit Oui, signe. Il va un peu plus sur la ligne des lancers. tout à Mais fait. malgré tout, c'est pas suffisant encore, tu vois. Il faut aussi gommer les défauts. Et effectivement, le fait qu'ils soient entourés, voilà, il a pas un effectif qui est peut-être adapté à son jeu. Après, c'est ça le problème. Alors, est-ce que c'est à lui de s'adapter à son, tu vois, toujours pareil, est-ce que c'est à lui de s'adapter à l'effectif qu'il a, ou alors c'est à sa direction de bien l'entourer? Je pense que c'est un petit peu des deux, quoi. Les grands joueurs savent aussi s'adapter à leurs coéquipiers, aux forces de leurs coéquipiers. Et là, pour l'instant, ça se transforme pas en victoire. Donc, j'aurais tendance à penser que l'effort, faut qu'il vienne de lui d'abord, en fait. Ouais, complètement, ouais. Et les Hornets, c'est quand même une équipe qui est spécialisée dans le foirage des pics de draft, le foirage des recrutements. Enfin, Ouais. c'est quand même pas facile, quoi. Mais quand tu vois l'histoire de De'Aaron Fox, ça donne de l'espoir. Oui, voilà. Et en fait, il y a un autre parallèle à Mauvais faire pour rien. que j'avais noté avec les Kings. Bon, on sait que les Kings avaient ce record, ce infamous record de non-apparition en playoff consécutive. Ouais. Les actuels titulaires, ce sont les Hornets, hein. Ils n'ont pas été hors play-in. Hors play-in, ils ont pu être en playoff directement depuis 2016, tu vois. Donc, c'est eux en ce moment qui détiennent ce record d'infamie, on va dire. Donc, voilà, depuis 2016, aucune qualification directe en playoff. Parce que le play-in, voilà, il y a encore autre chose. Mais ouais, ça va être compliqué pour cette année aussi, je pense. Si la Melo continue comme ça va être à l'image de Fox, un très bon joueur dans une mauvaise équipe. En fait, un bon marqueur dans une équipe médiocre. Voilà. Jusqu'au jour où le front office sera sérieux et décidera de faire quelque chose Oui, d'intelligent, quoi. ouais, parce que là, il a été prolongé là pour 5 saisons, là, l'intersaison. Donc je pense pas qu'il va partir, hein, clairement, pour Ah non, l'instant. non, c'est sûr que non. C'est le projet des Hornets. Donc, Le mec, c'est une pépite marketing en plus. Et je crois que ils vendent des maillots de Lamelo à tour de bras. Donc, ouais, voilà. Donc, il y a des assets, hein, dans l'équipe à trader, hein, mais bon, seront-ils suffisants pour bien l'entourer? J'en doute pour l'instant. Je pense que ça va être une équipe qui, si la Mélo est très bon, va frôler le play-in ou être dans le play-in. Mais voilà, ça va être. mais comme tu l'as dit tout à l'heure, la victoire face à Boston cette semaine-là, Mm. elle était assez impressionnante quand même. Ils sont revenus en fin de match. Alors après Boston, pareil, je vais en parler prochainement. Et Boston, ils ont tendance un peu à se foirer en fin de match ces derniers temps. Euh, donc on verra un petit peu, mais voilà. À voir si c'est le début de quelque chose, une indication de quelque chose. Lamelo est très très impressionnant sur un terrain de basket. Y a pas à dire. Il est vraiment fun à regarder jouer. C'est vrai, mais Ça, il faut aussi le reconnaître. Voilà, ça change pas. Donc voilà. mais ce Ça côté reste fun, un joueur qui me fascine et dont l'évolution m'interpelle vraiment. Je suis passionné par le parcours de ce joueur. ouais, et quand tu vois, en plus, comme tu dis, sa façon peu académique de tir à 3 points ou sa sélection de tir, et des fois, tu te demandes comment il arrive quand même à tourner après plus de 25 points par match. Enfin, c'est fou, quoi. Mais Il a- il a un style de jeu tellement singulier. C'est-à-dire que, tu sais, ça fait partie de ces joueurs qui ressemblent à aucun autre. Exactement. C'est un des C'est, rares joueurs, je trouve, en NBA qui a vraiment un style bien particulier, bien à lui, ouais, c'est ça. effectivement. Mm. Et rien que pour ça, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Merci Elvis de nous avoir accompagnés. Et merci Josh pour l'invitation, c'était super.
Voilà, donc je rappelle à nos auditeurs, hein, tu as ton livre Oui, NBA 2024, les 50 stars, c'est ça? disponible en librairie, c'est ça, disponible en Disponible en librairie, en librairie. ligne, partout, voilà. Il y aura des séances de dédicaces dans l'ouest de la France aussi, à venir, pour, les auditeurs qui Yes. sont dans ce coin-là. Eh, t'es comme moi, toi, t'es originaire de l'ouest de la France. Eh oui, oui. Tu es dans l'ouest de la France. Et Moi, je j'y suis suis dans pas. l'est de la France, oui, je Voilà, suis, un jour, j'y retournerai. voilà, il y a des beaux baskets, dans l'est de la France. Et puis, on se retrouve bientôt. Ça marche, avec grand plaisir. Yes, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et puis, bah, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. À ciao, bye bye.